Moi, je m'appelle Richard Monvoisin, je suis didacticien des sciences. Mon job, c'est d'enseigner l'esprit critique. Et alors, c'est pas très fréquent que je doive revoir de fond en comble une partie de mon enseignement, parce que grâce au travail de Thibaut, qui est juste à côté de moi, je dois remettre gravement en cause un épisode que je traitais avec circonspection quand même, mais n'empêche que je le traitais. Et donc, je suis très content de devoir corriger publiquement une grave erreur de mon enseignement, d'avoir utilisé l'expérience de Stanford, et j'espère que vous aurez plus de détails dans quelques instants. La soirée va se composer comme ceci. On a deux intervenants aujourd'hui. Thibaut Le Texier, chercheur en sciences sociales, et puis Dominique Muller, professeur de psychologie sociale. Si vous êtes en psychologie, vous l'avez peut-être déjà eu en cours. Ils vont se partager le temps de parole. A priori, c'est entre 40 et 45 minutes pour la première partie, que va traiter Thibaut. Et Dominique prendra ensuite la parole sur la question de la réplication en psychologie. Est-ce que vraiment la discipline est devenue un immense charnier, ou est-ce qu'il y a des choses à sauver? Et si oui, lesquelles? Et à mon avis, il y a quand même beaucoup de choses à sauver. On a prévu de circuler parmi vous avec un micro au moment des questions. On vous propose de garder vos questions pour la fin, de manière à poser vos questions de manière contiguë, et à Dominique et à Thibaut. J'espère que ça vous convient. Si vraiment il y a une question qui vous brûle la bouche à la fin du premier exposé, je pense qu'on pourra éventuellement en prendre une ou deux, mais l'idée c'est de tout de suite passer à la suite et à la touche d'espoir que Dominique saura insuffler dans nos esprits. Voilà, gardez vos liquettes et vos petites couettes, parce qu'il ne fait pas si chaud que ça dans cet amphithéâtre. Et donc Thibaut, merci d'être là, tu es venu de Paris, et c'est la MSH qui co-organise cet événement, avec la SFR Pensée Critique, avec évidemment l'Université Grenoble-Alpes qui offre cet écrin au joyau que tu vas nous présenter maintenant, qui est quand même un travail, je l'ai lu 2 fois le livre, et je suis toujours comme 2 ronds de flanc, stupéfait de ce que tu as découvert. Je te remercie d'être là. Merci Richard, merci pour ton invitation. Avant la partie lueur d'espoir, on va faire un peu de désespoir. Donc l'expérience de Stanford, pour la résumer très brièvement, je vais venir un peu plus longuement dessus après, mais déjà pour vous présenter un peu l'expérience, c'est un psychologue social de l'université Stanford en 1971 qui a fait passer une annonce dans les journaux de la région de Palo Alto, et qui a recruté 20 étudiants qu'il a assignés en tirant à pile ou face au rôle de gardien ou de prisonnier, et qu'il a comme ça installé dans une fausse prison qui était aménagée dans les sous-sols du département de psychologie de l'université, où il a pris 3 bureaux qu'il a transformés en 3 cellules. Donc c'est une expérience, là vous avez Zimbardo à gauche, son étudiant au milieu là, qui le mime, il y a un effet de mimétisme très fort, un de ses thésards au milieu, et David Jaffe à droite qui aura un rôle très important, on va voir. Donc l'expérience elle est devenue très vite célèbre, puisqu'il y a eu le lendemain de la fin de l'expérience un militant des Black Panthers très connu, George Jackson, qui a été tué dans une tentative d'évasion. Donc il y a eu des manifestations qui ont été organisées en soutien. On a parlé pas mal de la prison à cette époque. C'était un moment aussi où on était en pleine guerre du Vietnam, et donc il y avait beaucoup de manifestations anti-autorité, et il y avait donc des jeunes blancs bourgeois qui se faisaient arrêter par la police et qui se retrouvaient derrière les barreaux pendant 2 jours. Et donc, qui découvraient cet univers, et donc qui se sont mis à en parler, à dire mais c'est incroyable ce qui se passe en prison, il faut dénoncer la prison. Donc la prison était très très présente dans les médias. Elle est toujours très présente aux États-Unis. Hein. Les États-Unis, c'est le pays qui enferme le plus au monde, proportionnellement à sa population. Donc c'est un sujet de société très fort. Et donc là, à l'époque, ça l'était aussi. Il y a eu une mutinerie dans une prison de l'État de New York à Attica 3 semaines plus tard, qui a fait une 40aine de morts à cette occasion. Donc là, vraiment, on en a aussi énormément parlé dans les médias. Et donc, à cette occasion, l'expérience de Stanford a été mobilisée. On est allé chercher Zimbardo, qui était Monsieur Prison à ce moment-là, parce qu'il disait, moi, j'ai fait une expérience et je sais ce que c'est que la prison. Je peux vous expliquer les mécanismes psychologiques de l'enfermement, pourquoi les gardiens et les prisonniers agissent de telle et telle manière. Donc c'est vraiment devenu l'expert, et il a comme ça publié des articles dans la presse, des interviews dans des journaux locaux au départ, et puis petit à petit vraiment dans des journaux nationaux. Donc là c'est le numéro de Life consacré à l'ouverture de Disney World, avec un article sur
sur l'expérience de Stanford. Je considérais les prisonniers comme du bétail, avec les photoshocks fournis par Zimbardo. Donc là, on voit Zimbardo interviewé 3 mois après l'expérience par un journaliste de NBC. Donc NBC, c'est une grande chaîne américaine, 20 minutes consacrées à la version officielle avec interview des gardiens, et notamment du gardien le plus violent qui a été surnommé John Wayne par les prisonniers, qui va expliquer que voilà, il s'est livré à des actes de violence qu'il regrette par la suite. Donc il y a eu ensuite des articles là dans le New York Times Magazine, article de 6 pages, une couverture considérable, et l'expérience comme ça va continuer dans les médias dans les années 80. Dans les années 90, Zimbardo va faire un documentaire sur l'expérience qui s'appelle Quiet Rage, dans lequel il va présenter comme ça vraiment en 50 minutes, que vous pouvez voir sur YouTube, tout le déroulement de l'expérience. Et en 2003, il y aura le scandale d'Abu Ghraib, qui s'est produit en 2003 mais qui a été dévoilé en 2004, où là il y a vraiment l'Amérique a été sous le choc et était en quête de réponse à qu'est-ce qui s'est passé, quoi. On venait apporter la paix et la démocratie et puis on se retrouve avec ça, quoi. Et donc là il y avait Zimbardo qui est réapparu sur la scène médiatique pour dire moi je sais ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé à Abu Ghraib, moi je l'ai vécu. Je sais, il s'est passé la même chose, les dégradations, les jeux sexuels, les humiliations, c'est exactement la même chose qui s'est passé dans mon expérience. Et donc il va faire un bouquin, l'effet Lucifer, où il va montrer le potentiel explicatif de l'expérience de Stanford pour expliquer des phénomènes de masse comme les génocides par exemple, et comme Abu Ghraib. Donc là, on voit dans des documentaires aussi de la BBC, donc on a encore John Wayne qui est interviewé, que Zimbardo va beaucoup mettre en avant. Et l'expérience est popularisée aussi à travers des ouvrages d'Emmanuel. Donc elle est très enseignée, elle est souvent elle est très appréciée par les professeurs de psychologie, qui trouvent que c'est une expérience qui motive beaucoup les étudiants. Donc avec force illustration en général. Elle est enseignée aussi en sociologie. Donc par exemple, elle est citée par Anthony Giddens, qui est un peu une des grandes figures de la sociologie dans son manuel. Et Zimbardo lui-même a écrit des manuels de psychologie dans lesquels il parle abondamment de l'expérience. Donc pour en venir un peu au détail de l'expérience, donc elle était prévue pour durer 2 semaines à la base. Mais elle a été interrompue au bout de 6 jours, donc on va voir pourquoi. Elle commence un dimanche où les prisonniers sont arrêtés chez eux. Ils devaient fournir une adresse aux expérimentateurs. Il y a les films, donc pour ceux qui sont arrivés un peu tôt, vous avez vu peut-être des films où il y avait une voiture de police comme ça qui embarquait des gens au commissariat. Donc il y a des vrais policiers qui ont été embringués par Zimbardo dans l'affaire, qui ont arrêté les prisonniers, qui les ont emmenés au commissariat et qui les ont ensuite transférés dans le sous-sol de l'université. Et donc là, on voit le transfert avec les vrais policiers. Et très vite, dès le soir même, en fait, les prisonniers sont soumis à rude épreuve, puisqu'on les soumet à des séances de comptage où ils doivent dire leur numéro, compter. S'ils se trompent, ils font des pompes. Ils sont réveillés en pleine nuit à 2 heures du matin. C'est tout de suite assez musclé. Donc là, on voit le protocole expérimental où ils ont des collants sur la tête pour simuler le fait qu'ils ont le crâne rasé, pour essayer de les anonymiser. Et ils portent des numéros aussi, chacun a un numéro qu'ils doivent apprendre par cœur. C'est pour les anonymiser aussi. Et ils n'ont pas le droit de s'appeler par leur prénom. Et donc les gardiens, eux, sont anonymisés avec des lunettes de soleil. Et l'hypothèse de Zimbardo, c'est que tout cet anonymat va favoriser la violence. Il a fait des expériences auparavant qui ont montré que des individus qui se sentent anonymes se laissent plus aller à la violence que d'autres. Donc c'est des expériences qui sont bidons aussi, mais bon, je n'ai pas le temps d'en parler ici, je les démonte dans le livre. Les pompes, ça il va expliquer les pompes en disant que c'est une sorte de réactivation d'un inconscient collectif qui est lié
à Auschwitz, parce qu'à Auschwitz aussi, les prisonniers devaient faire des pompes comme Brimade. Et le deuxième jour, les prisonniers se rebellent contre cette situation. Ils se barricadent dans leur chambre, ils déchirent leurs vêtements. Et donc les gardiens doivent intervenir pour rétablir l'ordre. Donc là, la sauce monte très vite et il y a un prisonnier qui va faire une dépression nerveuse et qui va devoir être évacué de l'expérience. Donc il a une explosion comme ça de colère où il se met à hurler à un moment donné sur David Jaffe et donc il est exfiltré. Le troisième jour, il y a des visites. Les prisonniers ont le droit d'inviter un ou plusieurs proches à venir les visiter. Et il y a une rumeur qui circule dans la prison comme quoi le prisonnier qui a été libéré va revenir pour libérer ses camarades. Et donc Zimbardo fait déménager tous les prisonniers dans la chaufferie du département de psychologie. Et il fait démonter entièrement la prison pour faire croire aux libérateurs que l'expérience est finie et donc voilà, il n'y a plus personne à libérer, tout le monde est rentré chez lui. Et en fait, ce sera juste une rumeur, personne ne va se pointer. Et donc, évidemment, ce qui se passera, explique Zimbardo, c'est que les gardiens vont se venger sur les prisonniers parce qu'ils ont passé la journée à démonter la prison, et à s'occuper des prisonniers. Et donc, ça va être escalade de brimade. Le jour suivant, il y a un prêtre qui est invité par Zimbardo. Donc ça, c'était prévu dans le protocole. Et le prêtre, en parlant avec les prisonniers, il leur dit « Mais est-ce que vous faites quelque chose pour essayer de sortir? Est-ce que vous avez contacté un avocat ?» Donc les prisonniers sont un peu surpris parce qu'ils savent bien qu'ils n'ont rien fait de mal. Et il y a un des prisonniers qui dit « Ah bah oui, moi, mon cousin est avocat. Donc voilà son numéro. Est-ce que vous pouvez l'appeler ?» Et donc c'est ce que fait le prêtre. Il appelle l'avocat et ce jour-là, il y a 3 prisonniers encore qui vont être libérés. Donc il y en a un qui fait une crise de larmes qui est libéré, un autre qui a un problème d'eczéma, il a des rougeurs sur le corps parce qu'il a été privé de son médicament, et un troisième qui est libéré parce qu'il est passé devant un comité de probation. Ils font une sorte de comité de libération conditionnelle comme ça, avec un consultant noir là qu'on voit qui est un ex-prisonnier et qui a servi de consultant pendant l'expérience. Et donc presque tous les prisonniers vont passer devant et puis il y en a un qui va être libéré. Ce jour-là, il y a aussi un autre prisonnier qui est introduit dans l'expérience pour remplacer ceux qui ont été exfiltrés. Et il arrive au milieu de cette furie furieuse et il dit « mais c'est pas possible » et il se met à faire une grève de la faim. Et ça va déclencher des effets en cascade puisque ça va énerver les gardiens qui ont l'ordre ils ont l'ordre de ne laisser personne mourir de faim, donc ils vont essayer de le forcer à manger. Ils refusent, ils vont le mettre dans un placard, ce qui tient lieu de cellule d'isolement. Et ce soir-là, le soir du 5e jour, il va y avoir une escalade de brimades avec des sortes de jeux sexuels où il joue à Frankenstein, comme ça il dit « toi tu es le monsieur Frankenstein, toi tu es maman Frankenstein, faites-vous un câlin » et tout ça. Et après ils font des pompes, il tape sur le placard où est enfermé celui qui fait la grève de la faim. Et donc ça, c'est un peu l'apogée de l'expérience en fait. Et c'est ce soir-là que, dans la version officielle, Zimbardo décide de mettre fin à l'expérience parce qu'il se rend compte que ça part complètement en vrille. Et le lendemain, il y a quand même l'avocat, le cousin avocat qui vient et qui interroge les prisonniers. Et à la suite de cet entretien, Zimbardo annonce la fin de l'expérience. Et il va débriefer les gardiens et les prisonniers, donc chacun de leur côté et tous ensemble. Et donc voilà, c'est la fin officiellement de l'expérience. Donc d'habitude, l'histoire s'arrêtait là. Et moi, j'ai eu accès aux archives de l'expérience à Stanford. J'ai fait une enquête assez longue dans ces archives. Et donc, j'ai découvert une autre version dont je vais vous parler maintenant. Donc parmi les nombreux biais de l'expérience, il y en a un qui est un biais idéologique, c'est que Zimbardo avait des convictions très fortes à l'époque. Il était
Il se disait d'extrême gauche, donc là j'ai des citations où il dit mes sympathies étaient très nettement du côté des prisonniers, j'étais anti-prison, anti-punition, etc. Et en fait, il va dès le début décider que la prison c'est mal et que la prison produit des effets pathologiques, et il va écrire les conclusions de l'expérience avant qu'elle commence. Et donc là, ce qu'on a sous les yeux, c'est un communiqué de presse qui date du 2e jour de l'expérience, dans lesquels on a les conclusions qui sont déjà écrites. Et la prison, l'expérience va être déjà baptisée de là. Donc je ne sais pas si vous arrivez à lire en haut, c'est Stanford Prison Experiment. Donc c'est Zimbardo qui va donner ce nom-là à son expérience dès le début. Et il va publier un autre communiqué de presse le dernier jour de l'expérience. Donc il a perdu plusieurs kilos, il n'a pas dormi depuis 48 heures. Au lieu de se reposer et de discuter, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il fait un communiqué de presse qu'il envoie à des dizaines de journaux. Donc ça, c'est un comportement assez peu scientifique. Mais après tout, pourquoi pas, hein? Les scientifiques ont le droit d'avoir des convictions, mais ils doivent, dans la mesure du possible, essayer de faire en sorte que ces convictions ne biaisent pas leurs hypothèses et leur collecte de données. Et là, en l'occurrence, comme on va le voir, ça a complètement biaisé sa façon d'expliquer ces données. Il va très rapidement, donc là on voit c'est octobre 1971, donc c'est 2 mois après l'expérience, il va témoigner devant le Congrès des États-Unis, donc il va commencer à faire circuler la version officielle de l'expérience, celle que je viens de vous raconter, alors même que ces données ne seront traitées que 9 mois plus tard. Donc avant même d'avoir fini son travail de traitement des données, il va commencer à faire circuler des versions. Bon, ça, on peut passer sur le côté un peu militant de Zimbardo. L'autre fait vraiment important, c'est que l'expérience de Stanford a été calquée sur une expérience qui a eu lieu 3 mois plus tôt et qui a été faite par des étudiants de Zimbardo, mais c'est pas Zimbardo qui leur a donné le protocole, c'est eux-mêmes qui l'ont imaginé. Et donc c'est David Jaffe, qu'on a vu sur la photo tout à l'heure, qui a eu cette idée. Avec des camarades, ils ont transformé c'était un sous-sol aussi du dortoir étudiant où ils étaient en fausse cellule de prison, et pendant un week-end, pendant 2 jours, ils ont fait une fausse expérience. Et donc on va voir pendant cette expérience en fait toutes les brimades qui ont été faites pendant l'expérience de Stanford, comme les pompes, le fait par exemple que les gardiens traînaient des couvertures sur des buissons et demandaient aux prisonniers de les épouiller, d'enlever toutes les épines. Ça, c'est des choses qui ont été imaginées pendant l'expérience du dortoir. Le règlement a été copié sur l'expérience du dortoir. L'emploi du temps qui a été donné aux gardiens a été copié sur l'expérience du dortoir. La manière d'arrêter les prisonniers, de leur mettre une chaîne aux pieds, ainsi de suite, a été copiée sur l'expérience du dortoir. Donc elle a véritablement servi de modèle, de canevas à l'expérience de Stanford, ce qui en soi n'est pas... on a le droit de reproduire un canevas, de reproduire une expérience en psychologie, mais il faut il faut préciser pourquoi on reprend cette expérience, comment on la reprend, quels éléments on reprend et lesquels on laisse de côté. Or, Zimbardo, lui, a fait comme si tout ce qui s'était passé dans son expérience était spontané. Donc David Jaffe, qui a fait cette expérience dans le dortoir, l'a restitué en cours. Il y a eu une sorte de séminaire, et puis il y avait ses camarades qui étaient présents, et ils se sont engueulés, il y en a qui se sont mis à pleurer, et Zimbardo s'est dit « mais c'est incroyable ce que vous avez fait, et c'est fou ce qui s'est passé ». Et donc il a commencé un peu à travailler sur la prison, il a rencontré le consultant, c'est David Jaffe qui lui présente le consultant qu'on a vu tout à l'heure, et il commence à se dire « mais en fait il faut qu'on refasse cette expérience, mais sur une période plus longue, avec plus de moyens ». Et donc, il va imaginer de refaire l'expérience, et il la refait très rapidement. Et donc, à l'époque, il raconte, il dit « je connaissais rien à la prison, voilà, c'était pas un sujet qui m'intéressait ». Et au lieu de prendre le temps de se documenter, non, il va faire son expérience extrêmement rapidement, parce qu'il veut profiter de l'été et du fait que le campus est relativement vide, qu'il y a de la place pour vider les bureaux, les transformer en cellules. Donc, il va faire ça très vite.
Et il va complètement occulter l'importance fondatrice de l'expérience du dortoir, où il n'en parle pas dans ses articles. Il cite rarement David Jaffe. Et donc là, on a le rapport de Jaffe. Oui, là, c'est le règlement. Je vous en parlerai après. Et voilà, où il va présenter David Jaffe, son étudiant, comme étant un des volontaires, comme s'il avait recruté au hasard, avec la petite annonce, David Jaffe aussi, alors qu'en fait, non, pas du tout. C'est lui qui l'a recruté et il lui a demandé d'être chef des gardiens. Donc il y a une sorte de hiérarchie comme ça dans la prison. Il y a les gardiens, il y a David Jaffe qui est leur chef et Zimbardo qui joue le rôle du directeur de la prison. Et donc là, c'est par exemple la manière dont Zimbardo va complètement occulter l'expérience du dortoir. Dans le premier article scientifique qu'il publie sur l'expérience, il y a juste une toute petite note en petit à la fin dans les remerciements qui parle de l'expérience du dortoir, qui n'en parle même pas parce qu'il dit juste, voilà, David Jaffe a prétesté quelques-unes des variables de notre fausse prison. Donc, c'est vraiment pas clair, il ne dit pas comment il a prétesté, il ne dit pas ce qu'il a fait, il l'a complètement occulté. Donc voilà, parmi les exemples de choses qui ont été copiées, mais alors vraiment copiées littéralement, quoi, c'est un copier-coller, vous avez là le règlement de l'expérience du dortoir mis côte à côte avec le règlement de l'expérience de Zimbardo, et c'est quasiment les mêmes. Il y a 11 règles sur 17 qui sont exactement les mêmes mot à mot, alors que Zimbardo a toujours prétendu que les gardiens avaient fait eux-mêmes le règlement. Donc pareil, le protocole qui a été imaginé, par exemple, pour quand les prisonniers sont admis dans la prison de Zimbardo, il y avait tout un protocole où il devait les déshabiller, il leur passait un spray et tout ça. Ça, c'est des choses qui ont été copiées sur l'expérience du dortoir. Et l'autre fait dans ce cadre-là qui, pour moi, est assez choquant, c'est que Zimbardo a toujours prétendu que les gardiens avaient été complètement laissés libres et qu'ils avaient réagi spontanément à la situation et que toutes les violences qu'on avait eues ne venaient pas d'une autorité qui les avait prescrites, mais elles venaient de la situation, qu'en gros, l'habit fait le moine et qu'il suffit à quelqu'un de donner un uniforme de gardien et puis ça y est, tout à coup, il se transforme en tortionnaire. Et donc, il a complètement occulté le rôle que lui a joué, le rôle d'impulsion et d'incitation. Donc, typiquement, là, j'ai 2 citations de Zimbardo. Donc, la première, là, je texto. « Aucun des 2 groupes n'a reçu la moindre instruction lui dictant comment se comporter. » Et deuxième citation. « Les gardiens ne reçurent aucune formation pour devenir gardiens. » Donc ça, c'est des mensonges purs et simples, puisque les gardiens ont eu une journée de formation, enfin une après-midi de formation, la veille du début de l'expérience. Donc l'expérience a commencé un dimanche. Le samedi après-midi, formation. Donc là, on voit, elle a été filmée. On voit Zimbardo qui explique aux gardiens les résultats qu'il veut atteindre et les paramètres qu'il teste. Donc il a une liste comme ça. Donc c'est David Jaffe qui écrit au tableau. Là, on voit, il tient un papier dans la main. Et c'est celui-là, le papier, qui est dans les archives, où il y a marqué les paramètres que les gardiens doivent mettre en place. Donc l'ennui, la frustration, la monotonie, la peur, l'arbitraire, la perte d'intimité, la perte de liberté, la perte d'individualité et le sentiment d'impuissance. Donc tout ça, les gardiens, ils ont non seulement les objectifs de l'expérience, ils savent quels objectifs ils doivent atteindre, et ils ont aussi le mode d'emploi, comment l'atteindre. Donc il y a David Jaffe qui va... Ils ont un emploi du temps aussi, je vais vous en parler. Il y a David Jaffe, au cours de cette journée de formation, qui va prendre l'exemple de l'expérience du dortoir et qui va dire, voilà, moi j'ai fait une expérience déjà comme ça, et voilà ce qu'on faisait nous. Alors là, je vous lis un petit peu des citations. Alors pour le comptage, on les alignait tous contre le mur et ils devaient compter 1, 2, 3, 4, 5 et ils devaient dire leur numéro de matricule et on leur faisait répéter « Oui, nous avons tous aimé le comptage, monsieur l'agent de correction ». Donc ça, c'est des choses qui ont été faites dans l'expérience de Stanford. On utilisait des sarcasmes, on les humiliait. J'avais cette couverture, je l'ai sortie, elle s'est retrouvée pleine d'épines et j'ai demandé aux prisonniers d'enlever les épines. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver complètement, littéralement dans l'expérience de Stanford. Ils doivent nettoyer leur chambre et il faut qu'ils leur fassent faire un peu d'exercice. On leur faisait faire des pompes.
Les pompes, elles ne viennent pas d'Auschwitz, elles viennent de la journée de formation. Pendant la journée de formation, on leur donne aussi un emploi du temps à faire respecter. Donc là, on a l'emploi du temps et ils commencent 2h30 du matin, comptage. Donc si les gardiens réveillent les prisonniers la nuit, c'est pas parce qu'ils sont sadiques ou parce qu'on leur a donné un uniforme de gardien, c'est parce qu'ils ont un emploi du temps qui prescrit de réveiller les prisonniers à 2h30 du matin. Donc malgré ça, malgré toutes ces pressions, il y a des prisonniers des gardiens qui vont refuser de céder à la violence, qui vont résister, et ces gardiens vont être convoqués par Zimbardo ou par un de ses adjoints, et ils vont être recadrés. On a des enregistrements sur cassette, donc par exemple avec ce prisonnier qui est recadré, où c'est David Jaffe qui lui dit t'es trop mou, ça va pas, il faut que tu sois dans l'action, il faut que tu sois plus agressif, il faut que tu sois un mauvais flic, il faut que tu sois méchant, parce que sinon l'expérience va foirer et on n'aura pas de résultat, on ne pourra pas aller devant la presse pour dénoncer la prison. Donc si tu veux faire avancer la science et si tu veux faire progresser la société, il faut que tu sois un mauvais gardien, un gardien agressif. Et ce gardien va pourtant résister jusqu'au bout et ne va jamais participer à des brimades ou des humiliations. Voilà, donc là, je ne vais pas tout vous lire, mais c'est ce que je viens de vous résumer, donc où il dit, il faut que tu sois méchant pour que ça marche. Donc là, il y a une autre manipulation dans l'expérience, c'est que Zimbardo a fait croire aux gardiens qu'ils n'étaient pas observés. Donc il leur a dit, vous faites partie des expérimentateurs, c'est nous contre eux, donc vous n'avez pas à être spontané, vous devez jouer un rôle. C'est une pièce de théâtre, et vous jouez le rôle des méchants gardiens. Donc ça, on a le droit de faire une expérience de psychologie où on prescrit aux gens des rôles, où on leur dit, voilà, toi tu vas jouer tel rôle, et toi tu vas jouer tel rôle. Mais il faut dire ensuite, quand on fait un article ou quand on restitue l'expérience, il faut dire, voilà, je leur ai demandé de jouer un rôle. Or, Zimbardo, lui, quand il a restitué l'expérience, il a dit non, il ne jouait pas un rôle, on leur a dit faites comme vous voulez, faites ce que vous voulez, et c'est eux-mêmes qui sont rentrés dans le rôle du gardien. Et donc là, voilà, vous avez des citations des gardiens qui disent, voilà, on m'a trompé là-dessus, et je pensais que je serais viré si je n'allais pas au bout de l'expérience, puisque c'est un des autres biais de cette expérience, c'est que les gardiens et les prisonniers étaient payés à la fin. Et donc, jusqu'au bout, ils avaient un petit peu cette carotte qui disait, voilà, si tu ne fais pas ce qu'il faut faire, on peut te virer, et puis tu vas perdre tes $15, qu'à l'époque, ça représentait pas mal d'argent, et c'était des étudiants, c'était un peu un job d'été, et donc il y en avait quasiment tous les gardiens et les prisonniers faisaient ça pour l'argent. Donc ça, ils ont rempli des questionnaires à la fin et tous disent, voilà, moi j'étais là pour l'argent, pour moi c'était un job. Et donc ça a été une autre distorsion. Donc, je continue. Oui, vous me dites si vous en avez marre parce que c'est pas fini. Donc on peut dire, oui, d'accord, bon, peut-être que les gardiens ont été manipulés, mis en condition, mais les prisonniers, ils n'ont pas fait une dépression nerveuse pour faire plaisir à Zimbardo ou juste parce qu'ils gagnaient, ils étaient payés. Et en fait, ce qu'on découvre dans les archives, c'est que les prisonniers ne pouvaient pas sortir de l'expérience. Ils étaient maintenus de force par Zimbardo. Donc en fait, ils ont signé un contrat avec l'université Stanford qui dit que Zimbardo a le droit de les maintenir en détention et que Zimbardo fera tout son possible pour les empêcher de sortir. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a plusieurs d'entre eux au début qui ont dit mais attendez, c'est quoi votre truc là, on est réveillé la nuit, on n'a pas nos livres, on n'a même pas, au début ils n'avaient pas leurs lunettes, on ne peut pas aller aux toilettes quand on veut, on ne peut pas prendre de douche. Moi, ça ne m'intéresse pas votre truc, j'arrête, je veux partir. Et Zimbardo leur dit non, vous n'avez pas le droit de partir. Les seules conditions sous lesquelles je peux vous libérer, c'est si vous faites une dépression ou si vous êtes malade ou si vous avez une dérogation spéciale accordée par
par les scientifiques. Et donc, logiquement, il y a plusieurs prisonniers qui vont simuler des dépressions. Donc là, vous avez un passage qui a été enregistré où on entend Zimbardo et il dit « J'ai dit non ». C'est quelque chose qu'il a toujours nié. Donc ça, c'est vraiment très important, cette citation, parce qu'il a toujours dit « Ils étaient libres de partir, mais ils étaient tellement immergés dans la situation qu'ils ne pensaient pas à partir, parce que c'était des prisonniers et on ne démissionne pas de la prison, quoi. Et donc, voilà, c'est la situation qui avait pris le pas sur la réalité, alors qu'en fait, dans la réalité, non, ils ne pouvaient pas sortir. Donc, on a des enregistrements, des interviews de ce... Donc c'est Doug Corpi, qui est devenu psychologue en prison, donc ça a laissé des traces quand même, l'expérience. Et donc lui a expliqué dans plusieurs interviews, juste après l'expérience, 10 ans après l'expérience, 30 ans après l'expérience, et il me l'a redit au téléphone, qu'il a fait semblant de faire une dépression nerveuse parce qu'il voulait vraiment sortir. Et donc il s'est forcé, il s'est mis en condition et il a simulé une crise de nerfs. Et donc ça, c'est une vidéo qui a été tournée pour le documentaire Quiet Rage, que je vous ai montré tout à l'heure. Et évidemment, ce passage a été coupé au montage. Donc, sur les prisonniers... Sur les prisonniers, ce qui est intéressant aussi à dire, je pense, c'est que, contrairement aux gardiens qui étaient très cadrés, où tout était très clair, où il y avait vraiment des ordres, des instructions, les prisonniers étaient dans la confusion totale. Ils ne savaient pas ce qui allait les attendre, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. On leur bandait les yeux dès qu'ils changeaient d'endroit. Ils étaient à la fois dans une prison et en même temps ils étaient dans une université. Ils étaient dans une expérience mais ils n'avaient pas le droit de sortir. Et ils étaient soumis à des conditions de vie vraiment extrêmes, donc j'en ai parlé. Ils ne pouvaient pas aller aux toilettes quand ils voulaient, ils devaient faire leurs besoins dans un seau. Le prêtre qu'on a vu tout à l'heure disait mais c'était irrespirable, il n'y avait pas de fenêtre, ils n'avaient pas de lumière du jour. Donc eux ont été soumis à une situation vraiment extrême. Et donc, c'est ce qui a pu amener... Enfin, c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu plus de rébellion, en fait, qu'il n'y ait pas eu plus de violence, vu les conditions dans lesquelles ils ont été plongés. Il me reste 10 minutes, donc je vais passer aux autres biais de l'expérience. Donc, il y a un biais qui est connu en psychologie qui s'appelle les exigences de la situation expérimentale. C'est tout ce qui permet aux participants d'une expérience de deviner, en gros, la thèse ou les hypothèses des scientifiques. Et donc, par exemple, quand vous entrez dans la salle de laboratoire, vous voyez la mise en scène, la mise en place. Ensuite, quand vous passez l'expérience, vous voyez bien qu'il y a des moments où le psychologue a l'air plutôt content de ce que vous faites ou au contraire un peu sceptique. Et donc, vous pouvez souvent un peu deviner ce que le scientifique veut démontrer. Et dans la plupart des cas, les participants veulent bien faire, ils veulent être des bons élèves. Et donc, ils font un peu ce qu'on attend d'eux. Souvent, ils sont payés aussi, donc il y a aussi cette contrainte-là. Et donc, là, dans l'expérience de Stanford, comme on l'a vu, les exigences de la situation expérimentale sont extrêmement fortes, puisque les gardiens, ils n'ont même pas à deviner, en fait, on leur dit tout de suite, on leur dit voilà ce qu'on veut prouver, voilà comment on veut le prouver, maintenant on compte sur vous, quoi. Donc, ils ont vraiment tout sous la main. Ça, c'est des bouquins connus, c'est les recherches, si ça vous intéresse, de Robert Rosenthal, qui était psychologue à Harvard et qui a beaucoup travaillé sur ce phénomène. Et qui a travaillé aussi sur un phénomène qui s'appelle le biais de l'expérimentateur. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le contre-transfert. C'est à quel point un psychologue ou un expérimentateur peut projeter sur les participants certains désirs et il peut inconsciemment les amener à faire ce qu'il a envie qu'ils fassent. Donc je passe un peu vite là-dessus, peut-être c'est un peu technique. Donc ce qui est important aussi, c'est que oui, parmi les participants, il y en a beaucoup qui habitaient dans le coin de Stanford et qui avaient déjà participé à des expériences de psychologie, parce que c'était un moyen de gagner un peu d'argent. Et donc ils savaient, c'est pas ils savaient lire les expériences, mais ils avaient une familiarité. Et donc, enfin voilà, ils n'étaient pas immergés dans la situation, ils savaient très bien qu'ils participaient à une expérience et comment se passait une expérience la plupart du temps.
Euh, Ce qui est important aussi, c'est que il y avait très peu de Zimbardo, en gros, a essayé de montrer que l'expérience était devenue la réalité, en gros, et que ce qu'on appelle le réalisme expérimental était, était tellement fort, en fait, que les gens étaient immergés dans la situation. Et donc, comme je vous l'ai dit, les participants n'y croyaient pas. Donc ça, il y a eu plein de témoignages pendant les débriefings, ils disaient mais non, on entendait les bruits des bureaux au-dessus, on entendait les machines à écrire, on entendait les secrétaires qui parlaient au téléphone, il y avait des journalistes qui venaient. Enfin voilà, bien sûr qu'on n'était pas immergé dans la situation. Donc là, typiquement, les gardiens, chaque jour, devaient dire sur une échelle de 1 à 100 à quel point ils étaient immergés dans la situation. Donc là, ce qu'a raconté Zimbardo, c'est les pointillés rouges, où en gros, ils ont été immergés à 100% dans la situation très vite. Et en fait, voilà, quand on voit dans les archives, c'était plutôt inégal, quoi, leur immersion dans la situation. Donc l'autre facteur important, c'est que il y a un gardien qui a été violent, vraiment, John Wayne. Et c'est pas pour rien que Zimbardo l'a tout le temps mis en avant. Dès qu'il y avait un journaliste qui le contactait, il disait ah, vous devriez aller interviewer John Wayne, et ainsi de suite. Et donc il n'y a pas eu du tout une sorte de, de, de folie qui s'est emparée des gardiens en masse. Non, la plupart des gardiens, la majorité d'entre eux n'a pas été violent en fait. Donc l'expérience de Stanford montre plutôt le contraire, montre plutôt qu'on n'est pas les jouets de la situation et que même avec toutes les nombreuses pressions qu'il y a eu, eh ben, on peut résister à la violence. Donc bon, une autre limite, c'est ce qu'on appelle la validité écologique de l'expérience, c'est-à-dire à quel point la prison de Zimbardo ressemble à une vraie prison. Donc elle ressemble pas du tout à une vraie prison. Il a recruté des étudiants blancs de la classe moyenne qui n'avaient jamais eu de problème avec la police, ce qui n'est pas franchement la clientèle de l'époque dans les prisons américaines. Il ne s'est pas du tout documenté sur la prison, donc là c'est des bouquins de l'époque de sociologues notamment sur la prison que Zimbardo n'a pas lu, qui ne cite pas. Il y a des romans aussi qui ont été publiés pas mal à l'époque sur la prison que Zimbardo ne cite pas non plus. Donc ça, je vais peut-être passer, parce que là, je voulais vous expliquer, mais j'ai peut-être pas le temps. J'ai 5 minutes. Je sais même pas où est Richard, il est parti boire un coup. Ouais. 5 minutes, c'est bon? Bah, vite fait, pour dire pourquoi Zimbardo a fait tout ça, en fait. Là, moi, j'ai que des hypothèses. J'ai pas eu, y a pas un témoignage de Zimbardo où il se dénonce en disant voilà pourquoi j'ai manipulé mon expérience. Parmi les hypothèses, pour moi, une des très fortes, c'est qu'il y avait un débat en psychologie à l'époque entre les psychologues de la personnalité et les psychologues sociaux. En gros, entre des psychologues qui expliquaient les comportements plutôt par des facteurs individuels et d'autres qui expliquaient les comportements par des facteurs plutôt sociaux, environnementaux. Et Zimbardo, lui, s'est jeté tête baissée dans cette bataille. Donc ça, c'est un bouquin très important qui est paru en 1968 d'un collègue de Zimbardo, Walter Mischel, qui montrait que en fait, notre personnalité n'était pas stable et évoluait suivant les situations, les environnements dans lesquels on était. Et Zimbardo, donc là, typiquement, voilà, il va attaquer bille en tête la psychologie de la personnalité. Donc il dit, voilà, la psychologie américaine, c'est une psychologie de l'individu, de l'ego, c'est une psychologie capitaliste. Il faut au contraire expliquer les comportements par les phénomènes sociaux. Donc il y a un côté militant et idéologique au sein même de la discipline. Une sorte d'idéologie scientifique comme ça, où il va essayer de promouvoir une doctrine scientifique au détriment d'une autre. On peut passer, ça c'est ce qui est devenu Zimbardo après, où en fait petit à petit, il s'est mis à changer un peu de version et maintenant il défend la thèse plutôt dispositionnelle. Donc en gros, non, c'est pas la situation qui fait tout et donc il promeut notamment l'héroïsme en disant, en fait, on ne peut pas expliquer l'héroïsme par la situation, il faut forcément prendre en compte les facteurs dispositionnels. Il a mis un peu d'eau dans son vin.
L'autre facteur explicatif, c'est que Zimbardo a été collègue de lycée de Stanley Milgram. Donc Stanley Milgram, qui est devenu mondialement célèbre au milieu des années 60 avec son expérience sur la soumission à l'autorité. Donc là, il y a des petits... c'est tiré d'un film réalisé par Milgram lui-même, parce que Milgram était passionné de documentaires. Il en a fait plusieurs. C'est un truc assez étonnant quand on étudie la psychologie de cette époque, où il y avait beaucoup qui étaient attirés par la caméra cachée, par les mises en scène de théâtre, il y avait comme ça une imagination assez débridée, y compris une imagination visuelle. Et donc, Milgram, mondialement célèbre, qui a suscité, à mon avis, il y avait une rivalité avec Zimbardo, où Zimbardo a voulu faire une expérience choc aussi, comme celle de Milgram, et une expérience qui aurait un fort facteur de circulation médiatique, quelque chose qui frapperait, qui serait très visuel aussi, et donc il a mis en place une sorte de protocole très spectaculaire et qui serait filmé en permanence en fait. Donc ça n'a pas été filmé en permanence puisque il n'y avait pas assez d'argent, ça coûtait trop cher, mais il y avait une caméra cachée qui filmait. Donc au début, les films en noir et blanc qu'on voyait, c'est tiré de là. Et donc lui, il a toujours promu l'expérience de Stanford en disant, en fait, c'est l'expérience de Milgram améliorée, quoi. Parce que Milgram, lui, il avait un protocole où il disait, voilà, il y a un scientifique qui donne l'ordre au professeur de donner des décharges électriques à l'élève. Et dans les 2/3 des cas, les professeurs vont donner des chocs électriques jusqu'à la mort, en fait. Jusqu'à une dose, jusqu'à des décharges électriques potentiellement létales. Et donc, Zimbardo, lui, dit bah, moi, c'était ça, mais il n'y avait même pas de scientifique qui était là pour donner des ordres. Les gens, spontanément, en fait, spontanément, les gardiens allaient comme ça humilier, allaient faire subir des sévices aux prisonniers. Donc, on a fait encore plus fort, quoi. Alors qu'en fait, on l'a vu, il a pris sa petite gomme, puis il a gommé le scientifique, quoi. Mais le scientifique, il est là, quoi. Et en plus, il a bidouillé les résultats, les données, pour que les résultats soient beaucoup plus spectaculaires, beaucoup plus violents que ce qui s'était effectivement passé. Et donc, il a tout le temps promu les deux... Et pour lui, il dit, on peut pas juste parler de l'expérience de Milgram, il faut parler aussi de mon expérience. Elles sont indissociables. Et donc, il a essayé de lier son expérience à celle de Milgram pour lui donner comme ça plus de célébrité. Donc ça, c'est sur la caméra cachée. À l'époque, c'est pas très important. Ce qui est important aussi, c'est le rôle des médias. Mais bon, voilà, je n'aurai pas le temps. Mais les médias ont joué un rôle très important pour simplifier la version de Zimbardo et la faire circuler. Donc, à l'époque d'Abu Ghraib, mais aussi, tout à l'heure, je vous parlais du reportage de NBC qui a été tourné en 1971, juste après l'expérience, où en gros le journaliste va aller interviewer Zimbardo et il va interviewer ses assistants. Et ses assistants vont dire au journaliste, oui mais attendez, en fait l'expérience elle est pas si propre que ça. Il y a eu plein de biais, on est intervenu, voilà, c'est pas scientifique. Et le journaliste va choisir d'écarter complètement ces bémols. Et au contraire, il va construire avec Zimbardo un scénario où il va dire à Zimbardo, il faut qu'on ait une courbe de violence qui monte. Il faut construire qu'on aille vers un climax. Si vous dites oui, un coup ils étaient violents, puis après ils étaient plus violents, et puis après un peu violents, et après ça marche pas. Le spectateur, ça l'intéresse pas. Il faut un truc où ils sont de plus en plus violents, quoi. Et le spectateur se dit mais mince, mais jusqu'où ils vont aller, quoi. Et donc les journalistes, enfin en tout cas ce journaliste-là, et puis d'autres après, vont coproduire l'expérience de Stanford comme un événement médiatique et vont contribuer à faire circuler cette version. Et c'est pour moi une autre explication de ça, c'est que Zimbardo en fait va commencer à faire circuler sa version de l'expérience de Stanford avant d'avoir dépouillé ses données. Et après coup, c'est très difficile pour lui de dire ah ben en fait non, tout ce que je vous ai dit là, c'est pas exactement ça, il faut nuancer. Il est prisonnier de la version qu'il a commencé à populariser, et ça va être très difficile pour lui de revenir en arrière. Voilà, des petites photos de Stanford. Merci.